Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu. Aujourd'hui, on va parler de l'opération Homo en Jérusalem. Un échange de correspondance peu connu entre Sigmund Freud et le romancier autrichien Arnold Zweig en 1932 aura peut-être servi de révélateur dans l'élucidation, un bon demi-siècle plus tard, du premier crime politique commis pour la conquête du leadership sur la société juive de la Palestine du Mandat. Freud, qui vient de lire d'un trait son roman intitulé « Der Vrindet rentre chez lui », écrit par Zweig le 27 novembre 1932. « Moi qui suis un déchiffreur de rêves, écrit-il, je sens bien que vous n'avez sûrement pas inventé le personnage de votre troublant et pathétique héros. » Zweig lui répond 3 jours plus tard, « Effectivement, vous avez raison, je l'ai emprunté à la victime d'un meurtre présenté comme une affaire de mœurs par la presse sioniste de l'époque dont je faisais moi-même partie. Il s'agissait d'un juif orthodoxe, juriste brillant mais instable, devenu conseiller politique du parti religieux Agudat Israël, Yaakov Israël Diahan. En fait, il avait offensé Dieu en couchant avec de jeunes Arabes. Il avait par ailleurs tissé des liens avec des princes arabes et prôné une politique de modération à l'ancienne. Il sabotait les efforts des sionistes et tentait de les supplanter comme interlocuteurs auprès de Lord Northcliffe et des leaders arabes. Son assassinat était resté énigmatique et on se perdait en conjectures sur son mobile et sur ses auteurs. Comme tous les journalistes sionistes, je soutenais la thèse de l'affaire de mœurs. Dihan avait dû être victime de ses relations scabreuses avec ses amants arabes. Tels sont les éléments qui m'ont fourni la matière de mon livre dont j'ai entrepris l'écriture le 5 mars sur ma terrasse de Jérusalem. Mais le lendemain, le 6 mars, coup de théâtre, j'apprends que l'assassin était un juif dont l'identité n'était pas inconnue de certains des dirigeants sionistes. Et pour cause, l'assassin avait agi sur ordre, c'était une exécution politique maquillée en crime passionnel. Mais il faudra attendre 1985 pour que soit vraiment établie l'identité de l'exécutant et de ses commanditaires. C'est dans la soirée du 30 juin 1924 qu'un tueur tapis dans le ronfoncement d'une petite porte de la synagogue de l'hôpital Shaare Tzedek, donnant sur une vénelle, presque à l'angle de la rue Agrippas à Jérusalem, a abattu de 3 balles de revolver l'activiste religieux Dihan, sorti seul de cette synagogue où on l'avait vu pénétrer 1 heure plus tôt. Sans doute, par son rôle de ministre des Affaires étrangères du parti Agudat Israël et par ses dernières prises de position, la victime, qui s'apprêtait à partir pour Londres, représentait-elle un obstacle sérieux à l'hégémonie sioniste sur le Yishuv. Mais les amitiés particulières qui lui étaient prêtées rendaient plus crédible à l'époque l'hypothèse d'un règlement de compte personnel lié à son homosexualité. Avec des termes méprisants pour les fâcheuses rumeurs courant à ce sujet, le grand poète hébreu Bialik avait renvoyé à Dihan la plaquette de poèmes que celui-ci lui avait adressée dans l'espoir de se faire un nom parmi l'élite littéraire du foyer national. Au surplus, l'originalité de l'itinéraire spirituel de Jacob Dihan permettait de nourrir tous les soupçons de scandale. Juif hollandais, tour à tour journaliste, homme de lettres et avocat, il avait embrassé successivement 3 causes opposées qu'il avait servies avec un égal fanatisme. À Amsterdam, il avait commencé par rompre avec la pratique familiale de stricte observance pour verser dans l'athéisme militant et l'anticléricalisme le plus intolérant. Se réclamant du cosmopolitisme anarcho-socialiste, il avait épousé une femme médecin d'origine chrétienne, nettement plus âgée que lui. Puis, il s'était brusquement converti au sionisme après la déclaration Balfour. Il avait alors émigré en Palestine avec la 3e alia pour rejoindre Jabotinsky, au service duquel il mit aussitôt ses compétences juridiques. Il préconisait alors l'expulsion des habitants arabes qui disposaient, disait-il, d'un immense territoire hors des limites d'Eretz Israël pour leurs familles et leurs chameaux. Mais il ne tarda pas à déchanter quand il s'aperçut que les dirigeants révolutionnaires du mouvement ouvrier
en plein essor, négligeait ses talents de polyglotte et de publiciste et n'était pas prêt de lui faire une place digne de ses capacités dans le leadership social. Correspondant du Daily Express de Londres, il écrivit en 1920 « Nous devons rester le peuple du livre, alors même que nous sommes redevenus les maîtres des Eretz Israël. » Et en 1921, il écrit « Le haut-commissaire est juif. Juridiquement, la déclaration Balfour est contraire aux promesses anglaises faites au shérif Hussein. Du point de vue historique, les Juifs n'ont plus de droit sur ce pays que les Arabes sur l'Espagne ou les Turcs sur les Balkans. » Du coup, Dihan s'était rapproché des cercles juifs orthodoxes de Jérusalem, prompt à déceler dans ce fanatique des qualités que les sionistes n'avaient su apprécier. En tant que correspondant de presse étrangère, il avait noué des relations avec les personnalités et les notables les plus divers de la ville sainte. Il devint ainsi le porte-parole du parti religieux le plus antisioniste qui, aux yeux de l'administration mandataire, présentait l'avantage de faire contrepoids au nationalisme juif dont la mouvance n'était pas encore majoritaire dans le Yishuv. En 1924, la moitié des 65 000 juifs résidant en Palestine était encore composée de pratiquants résolument hostiles au concept de foyer national et à un retour rédempteur précipité du peuple de la dispersion avant la fin apocalyptique des temps annoncés par les prophéties. Les plus fanatiques regroupés au sein de la Gouda d'Israël alors étaient si virulents dans leur opposition au sionisme qu'ils étaient prêts à collaborer avec les dignitaires arabes, fussent-ils nationalistes, et avec les autorités britanniques qu'arranger ces contradictions conformément à l'adage colonialiste divisé pour mieux régner. En janvier 1924, les Juifs orthodoxes en sont même à compter sur l'arrivée au pouvoir en Grande-Bretagne de l'opposition travailliste qui n'avait aucune part dans la rédaction de la déclaration Balfour pour revenir sur cette promesse faite par les libéraux et les conservateurs et endiguer la vague d'immigration juive dans leur terre sainte. Le 24 février, Dihan n'hésite pas à faire scandale dans le Yishuv sioniste en allant rencontrer en compagnie du rabbin Rosenfeld le shérif Hussein au moment de son couronnement comme calife commandeur des croyants. Il mise publiquement sur l'option musulmane pour saboter le mouvement national juif. L'ascension de Dihan dans la mouvance orthodoxe qui menace alors ce leadership sioniste en fait la cible des groupes extrémistes plus ou moins autonomes gravitant autour de la centrale ouvrière. L'un d'eux, le groupe Acharon, a été fondé en 1922 à l'initiative du parti Hapoel Hatzaïr pour permettre à 16 pionniers de la nouvelle Alia, 12 gars et 4 filles, de prendre la place des travailleurs égyptiens venus s'embaucher en Palestine. Ne trouvant pas de travail, ce groupe est allé le conquérir en 1924 à Yavniel, en Galilée, où il constitue une fraction de droite fort éloignée du socialisme. D'orientation sioniste nationaliste, il se réunissait jusque-là clandestinement dans des grottes du Mont Carmel pour décider d'actions secrètes sous la conduite d'un certain Eliaou Ben Chorin. Le groupe s'étant étoffé, ce dernier persuade ses membres de former une cellule opérationnelle pour des actions spéciales sous l'appellation de manufacture, un mif'al. Il s'agit d'abord de réunir un trésor de guerre. Ben Chorin commence par solliciter le concours financier du concessionnaire du réseau d'électricité, le fameux Pinchas Rutenberg, et celui du fondateur de la Haganah, Jabotinsky, qu'il considère comme une autorité suprême en matière de défense, mais non comme un chef hiérarchique. Puis, il envisage de s'en prendre aux riches veuves pour leur soutirer de l'argent, soit en les supprimant, soit en les séduisant, notamment aux États-Unis. Deux beaux garçons du groupe, Menachem Ben Shachar et Bachur Acharoni, sont recrutés à cet effet, triés sur le volet. Les 13 membres de la manufacture en sont même à fomenter l'attaque d'un train quand leur cellule est prise en main par les nouveaux dirigeants de la Haganah pour des opérations ultra secrètes. À leur tête, un nouveau venu, Abraham Tehomi, ex-Zilberg, sera l'exécutant direct des ordres secrets du commandant en chef de la Haganah, qui se nomme Joseph Hert. Selon lui, ce Joseph Hert
la décision de liquider Diane aurait été prise à Nahalal, une nuit en pleine lune au tout début de l'été 1924. 6 membres du groupe, dont Ben Chorim et lui-même, auraient participé à cette réunion. Une filature effectuée par un autre membre d'Acharon leur aurait appris le prochain départ de Diane pour Londres. La veille de ce présumé voyage, Théomi aurait passé la journée à Jérusalem en compagnie d'un des participants à la réunion, Zeev Meshi, à faire des repérages. Dans la soirée, Meshi s'est posté à l'angle de la fameuse rue Agrippas pour faire le guet, tandis que Théomi, armé de son revolver de chef d'unité de la Haganah, attendait Diane à la porte de la synagogue où il l'avait vue entrer. Théomi s'est approché de lui, l'interpelle, avant de lui tirer 3 balles à bout portant. Les deux compères ont alors gagné tranquillement une station d'autobus arabe pour se rendre à Haïfa, puis à Tibériade, d'où ils ont continué leur route à pied jusqu'à Yavniel, montrant par leur calme qu'ils avaient l'habitude de ce genre d'opération. En réalité, Théomi n'aurait fait qu'exécuter un ordre transmis par Hert, le chef de la Haganah, et dont celui-ci a accepté par la suite d'assumer la responsabilité, prétendant n'en avoir informé qu'après coup le dirigeant politique de l'organisation, Ben-Zvi, bras droit de Ben Gurion. Ce crime qui bouleversa le Yishuv et le monde juif sera en effet désavoué ultérieurement par l'organe du parti Avoda de Ben-Zvi et Berl Katznelson dans un éditorial intitulé « Notre drapeau a été souillé ». Selon la version officielle qu'entendront les historiens de la Haganah, c'est Hert qui, de son propre chef, aurait décidé la liquidation de Diane, devenue la bête noire du mouvement ouvrier sioniste. Contraint de s'enfuir et de se cacher, Hert confiera à ses fils, avant de mourir, avoir obtenu un ordre écrit de Ben-Zvi et avoir consulté Ben Gurion et un responsable du haut commandement de la Haganah, Shaul Avigour, ex-Meyerov. Quant au tueur, Théomi, il sera promu en 1928 suppléant du commandant de la Haganah à Jérusalem. Parmi ces recrues formées par ses soins, les futurs dirigeants de l'organisation terroriste qu'on dit terroriste, l'Irgun, David Raziel et Abraham Stern. Devenu agent des services de renseignement français à Beyrouth en 1940, il participera à la traque des espions allemands, mais ne pourra s'engager dans l'armée israélienne en formation en 1948, son nom figurant toujours sur une liste noire. Il ira donc chercher fortune à Hong Kong, marié en 1985 à une Française, ancienne reine de beauté de Jérusalem. Il finira ses jours à Santa Monica, en Californie, où il mourra oublié de tous, en 1991. C'était véritablement une histoire passionnante. Je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom.